Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une lecture concernant un texte de sociologie politique. On va s'intéresser aux affinités et aux différences entre deux courants de la pensée politique contemporaine, le conservatisme d'une part et le libéralisme d'autre part. Sur ma chaîne, vous pouvez d'ores et déjà trouver une vidéo où j'avais fait une présentation assez détaillée de la pensée libérale, de l'histoire des intellectuels qui ont marqué le libéralisme. Et à la date où sortira cette vidéo, il n'est pas impossible que soit aussi republiée sur la chaîne YouTube de la Cité Libre une vidéo sur la pensée politique de Hobbes, le philosophe anglais, dans lequel j'essaie de montrer qu'il s'agit d'une personnalité qui, par ses idées, marque l'émergence d'une pensée conservatrice moderne. Donc on va essayer de s'intéresser à la relation entre libéralisme et conservatisme. C'est évidemment plus intéressant pour vous de regarder cette vidéo si vous avez déjà regardé celle sur le libéralisme. Le libéralisme étant une idéologie politique centriste, c'est un bon point de départ, puisque à partir de là, on peut aller regarder comment les gauches ou les idéologies qui sont à la gauche du libéralisme se différencient de lui, et puis on peut aussi voyager, aller dans d'autres parties de l'espace politique en allant plus à droite pour voir comment les pensées plus à droite que le libéralisme se démarquent ou se caractérisent par rapport à lui. En l'occurrence, en l'espèce du cas, la pensée libérale s'est caractérisée par l'affirmation des droits fondamentaux de l'individu, des droits universels valables pour tous les individus, ce qui implique une dimension plus égalitaire par rapport aux sociétés d'Ancien Régime marquées par la différence des rangs et des hiérarchies sociales beaucoup plus affirmées que dans les sociétés modernes. De ce point de vue, on pourrait dire que le libéralisme est à la gauche des idéologies de droite ou des idéologies qui cherchent à conserver les sociétés féodales héritées de l'Europe moderne ou médiévale. Le libéralisme a même pu prendre à certains moments de son histoire une dimension révolutionnaire en contestant précisément, surtout au début, ces structures féodales héritées du Moyen-Âge qui, s'opposait à l'égalité des droits, s'opposait à une reconstruction de l'ordre politique fondée sur une réflexion sur les droits fondamentaux des êtres humains. Il y a donc une opposition, en tout cas dans un premier temps, entre la pensée libérale et les pensées qu'on pourrait qualifier de conservatrices les plus traditionnalistes ou les plus à droite. À d'autres moments de l'histoire, on peut voir des phases de rapprochement entre la pensée libérale et les courants de droite, très souvent lorsqu'ils s'opposent à des ennemis communs qui sont plus à gauche qu'eux-mêmes. Donc si le libéralisme serait un centrisme, le conservatisme, ça va être un petit peu un nom général qu'on pourrait donner à peu près toutes les idéologies de droite et même à une partie des idéologies politiques d'extrême droite. Donc c'est un très large spectre, très large région du spectre politique qu'on peut qualifier de conservatrice à des degrés divers. Donc selon les périodes historiques, il y a pu y avoir des rapprochements ou des oppositions entre ces idéologies, mais on va dire que dans les États à suffrage universel ou républicain de la fin du 19e siècle ou du 20e siècle, souvent il y aura quand même plus de proximité politique ou de rapprochement entre les libéraux et les conservateurs, en tout cas ceux qui sont les plus modérés ou les moins radicaux. Et ça va donner des partis qui peuvent réunir ces tendances idéologiques, des partis de centre-droit, des partis de droite républicaine, des partis de droite, pas forcément extrêmement radicaux, mais qui vont permettre à ces individus différents de se retrouver dans les mêmes formations politiques. Et c'est particulièrement vrai, cette synthèse, ce rapprochement des libéraux et des conservateurs est particulièrement affirmée dans les traditions politiques des États anglo-saxons. L'Angleterre, les États-Unis, l'Australie et les pays du même ordre. Alors pour réfléchir de manière très générale aux grandes idées, aux attitudes générales des libéraux et des conservateurs, pour voir ce qui peut les rapprocher ou les distinguer, je vais m'appuyer sur un texte d'un auteur américain qui est un sociologue, qui s'appelle Robert Nisbet. L'article que je vais lire est une traduction partielle d'un article paru dans la revue Modern Age en 1981, donc aux États-Unis. Et Robert Nisbet est lui-même un auteur d'orientation conservatrice. Donc c'est plus depuis ce point de vue-là qu'il juge un petit peu
les positions que peuvent avoir les auteurs conservateurs et les positions que peuvent avoir les auteurs libéraux. Il fait un texte qui est relativement neutre et voilà, il y a des critères quand même globalement scientifiques, mais il n'est pas inintéressant de noter qu'il a lui-même une préférence idéologique pour le conservatisme, en tout cas pour un certain type de conservatisme, puisqu'encore une fois, c'est une catégorie très très large qui peut réunir des tendances diverses. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois en faisant une typologie ou une sociologie différenciée des tendances internes de la pensée conservatrice. Alors, quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences donc entre ces deux courants de pensée? Par souci de clarté, je commencerai par ce qui semble être commun entre les deux courants. Est premièrement commune l'aversion vis-à-vis de l'intervention du gouvernement, en particulier du gouvernement national centralisé. Donc je précise que c'est une comparaison qui permet de dégager des traits qui sont assez valables du libéralisme en général et du conservatisme en général, mais pour faire ces généralisations, ces modèles, ce à quoi pense certainement en priorité Robert Nisbet, c'est évidemment à la société américaine, puisqu'il est américain lui-même. Donc certains de ces exemples, certains des éléments qu'il va utiliser seront typiquement pris dans l'histoire politique américaine ou l'histoire anglo-saxonne en général. C'est pas forcément toujours extrapolable à d'autres pays, mais ça reste à mon avis suffisamment général pour être un bon exercice, un bon effort de généralisation et de modélisation de ces pensées. Donc est premièrement commune une aversion à l'intervention du gouvernement dans la vie économique, politique, sociale et intellectuelle des citoyens. Edmund Burke, donc une figure du conservatisme de l'époque de la Révolution française, était tout aussi intransigeant à cet égard. Voir ses jugements sévères sur la centralisation française et la nationalisation dans les réflexions sur la Révolution de France. Donc Edmund Burke était tout aussi intransigeant à cet égard que Mill, donc j'imagine qu'il fait référence à John Stuart Mill, qui est lui un penseur qu'on qualifierait de plutôt libéral et qui a vécu au XIXe siècle en Angleterre. Donc Edmund Burke, un conservateur, était tout aussi intransigeant que Mills ou tout autre libéral classique. Et cette position a été maintenue jusqu'à aujourd'hui. Alors je précise que dans son texte, pour parler de ce que nous, en France, on appelle les libéraux, Robert Nisbet utilise le terme anglais de libertarians, ce qu'on traduit parfois par libertarien en français. Moi, je traduis par libéraux parce que j'estime qu'il n'y a pas de bonne raison de faire une démarcation entre ce qu'on appelle classiquement dans l'histoire d'idées françaises les libéraux, de ce qu'on appelle aux États-Unis les libertariens. Je ne vais pas revenir sur pourquoi aux États-Unis il y a eu un nom différent qui a émergé. J'en ai traité dans un billet du blog qui est à l'écran là. Peut-être que je reparlerai un petit peu de cette histoire lexicale, mais voilà, pour simplifier, je traduirai en français libertarien par libéraux, j'estime que ça se défend sur le fond. Donc les conservateurs sont tout aussi disposés que les libéraux à voir la nécessité occasionnelle de suspendre ou d'abroger cette position à l'égard du gouvernement national. Donc cette position, c'est une position de défiance a priori, donc ils sont susceptibles à l'occasion de ne pas avoir cette aversion vis-à-vis de l'intervention de l'État, comme en ce qui concerne la défense nationale, mais en général, sur une période de temps substantielle, le conservatisme peut être considéré tout aussi clairement libéral qu'aucune philosophie ancrée dans l'opposition à l'étatisme. Par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme entre guillemets, alors c'est là où il faut savoir que le terme de libéral dans les pays anglo-saxons, il a évolué historiquement. Au départ, ça voulait dire la même chose que dans les pays français. Progressivement, liberal, c'est devenu un synonyme de progressiste, de social-démocrate ou de personnes de centre-gauche ou de gauche qui voudraient une intervention modérée de l'État sans être pour autant un marxiste ou un socialiste. Donc là, il oppose le libéralisme au sens historique à ce que le terme est devenu dans la vie politique des pays anglo-saxons. C'est une petit problème de traduction qu'on a perpétuellement quand on essaie d'utiliser les catégories de la pensée politique anglaise. Donc par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme, c'est-à-dire cette tendance de centre-gauche, de social-démocrate,
par rapport à ça, par rapport au progressisme, au populisme, à la social-démocratie ou au socialisme, il y a très peu de différence entre les libéraux et les conservateurs en ce qui concerne les attitudes à l'égard de l'État. Donc ça, c'est ce que j'ai dit en introduction. Ce qui rapproche ces deux idéologies politiques et ce qui fait qu'on peut souvent trouver dans les mêmes partis politiques et des libéraux et des conservateurs, c'est une défiance vis-à-vis de l'intervention de l'État, en particulier lorsqu'il s'agit du gouvernement central à l'échelle de la nation tout entière et de ses actions dans la vie économique et sociale du pays. Deuxièmement, il y a un fort consensus entre les conservateurs et les libéraux quant à ce que devrait être l'égalité légitime dans la société. Une telle égalité est en un mot légale. Nous pouvons nous reporter à Burke ou Mill sur ce sujet. Donc, ils sont des penseurs politiques pas forcément très lus en France, mais importants dans les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre. Pour l'un comme pour l'autre, l'égalité devant la loi est vitale pour l'épanouissement de la liberté individuelle. Je ne vois rien dans les écrits contemporains des libéraux et des conservateurs qui laissent entendre qu'il existe davantage qu'une nuance ou qu'une emphase occasionnelle séparant les deux groupes lorsqu'il s'agit d'égalité. Il y a une condamnation égale de ce qu'on en est venu à appeler l'égalité de résultats, de conditions sociales, de revenus ou de richesses. Donc les conservateurs, en tout cas la branche des conservateurs qui ne sont pas contre-révolutionnaires ou d'extrême droite ou vraiment farouchement anti-modernes, s'accordent avec le reste des partis politiques issus de la modernité politique, donc aussi les partis centristes et les partis libéraux, sur l'idée que ce serait bien que les différents individus de la société aient une égalité en droit. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, tous les citoyens ont les mêmes droits fondamentaux. Simplement, cette égalité de droit, elle concerne ce qu'on appelle parfois la première génération de droits individuels, ceux qui sont issus des révolutions politiques du XVIIIe siècle, la révolution anglaise à la toute fin du XVIIe, la révolution américaine au XVIIIe siècle et la révolution française, des régimes qui fondent une égalité des citoyens devant la loi. Une égalité de liberté individuelle. Vous avez tous le droit d'être libre, de pouvoir exprimer vos opinions, de pouvoir circuler dans l'espace public, etc., etc. Des libertés qu'on pourrait qualifier du point de vue de la philosophie politique comme structurées de façon négative. Vous êtes libre au sens où on ne vous empêche pas de circuler dans l'espace public, de choisir votre emploi, de choisir avec qui vous mariez, de pratiquer votre culte, et ainsi de suite. L'État n'a pas à intervenir pour vous empêcher d'être libre, en fait. Cette conception de la liberté s'oppose à des conceptions plus égalitaires des droits qui insisteraient sur le fait que les individus devraient avoir des droits sociaux, c'est-à-dire des droits qui leur accordent des ressources matérielles concrètes, de l'argent, la sécurité de l'emploi, une égalisation des niveaux de vie, tout ce qui va contrer finalement la distribution spontanée des ressources sociales par les échanges individuels, marchands, familiaux, etc. dans la société. Toute intervention de l'État qui essaierait de travailler un petit peu cette espèce de matière sociale et économique est considérée comme injuste par les conservateurs et les libéraux qui voient une intrusion justement dans la sphère privée et dans ce qui appartient en propre aux individus, leur propriété privée. Donc ils ont une conception de l'égalité qui est une égalité juridique, qui est une égalité de liberté négative, liberté de ne pas être entravé dans son activité individuelle, mais certainement pas une égalité qui irait plus loin ou qui viserait à redistribuer les richesses, à lutter contre les inégalités sociales, que ce soit de cet ordre. Troisièmement, il existe une croyance commune dans la nécessité de la liberté, et plus particulièrement de la liberté économique. Il semble y avoir plus de conservateurs que de libéraux qui, à l'occasion, sont prêts à cautionner des atteintes occasionnelles à la liberté économique individuelle par le biais de lois ou d'organismes de réglementation conçus pour protéger ou favoriser l'un ou l'autre groupe défavorisé. On pense au toryisme britannique du XIXe siècle. Donc les Tories, c'est les conservateurs qui représentent les couches proches de la noblesse au Royaume-Uni. On pense au toryisme britannique du XIXe siècle ou au sénateur Robert Taft sur le logement social à la fin des années 1940. Donc là, il concède que les deux groupes, libéraux et conservateurs, sont très attachés à la défense de la liberté individuelle vis-à-vis de l'intervention de l'État, mais que les conservateurs seraient peut-être occasionnellement plus capables d'accepter
des interventions ponctuelles de l'État. Là, par exemple, il nous parle de construire des logements sociaux. Il faudrait voir aussi après, en fonction de quel principe se justifient ces différences, si tant est qu'il y ait des justifications à ces choix. Dans la mesure où peu de libéraux, voire aucun d'entre eux, ont déjà fait face aux pressions exercées dans les hautes fonctions publiques par des groupes qui réclament l'un ou l'autre privilège ou exemption, il n'est pas possible de comparer les libéraux et les conservateurs en termes d'adhésion démontrée aux principes philosophiques lorsque des considérations pratiques politiques et des objectifs de long terme sont en jeu. Donc là, il nous dit qu'en gros, si les conservateurs cèdent plus facilement à des demandes d'intervention de l'État que les libéraux, c'est peut-être tout simplement parce que les conservateurs ou les gens de droite, ils sont plus souvent aux manettes dans les gouvernements ou dans les lieux de pouvoir que les libéraux qui, eux, ont une tendance extrêmement critique de l'État et sans que ce soit totalement... sans que l'un soit la cause de l'autre, en tout cas, ils sont rarement au pouvoir ou en capacité d'appliquer leur programme. Donc finalement, là, ce qu'il dit, c'est que si vous aviez le pouvoir, peut-être que vous ne seriez pas si intransigeant que ça dans le refus que l'État fasse quoi que ce soit. Ou en tout cas, peut-être que vous apercevrez qu'il y a une difficulté à résister aux lobbies, aux pressions et aux demandes d'intervention de la société. Quatrièmement, les deux groupes manifestent une aversion commune pour la guerre, et plus particulièrement pour la société de guerre, le genre de société que le pays a connu entre 1917 et 1918 sous Woodrow Wilson, et de nouveau sous Theodore... non, c'est l'autre, enfin c'est le deuxième Roosevelt, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces présidents qui appartiennent justement plutôt à des positions libérales au sens que ce terme a pris dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire des mouvements de centre-gauche ou de gauche modérée, plus favorables à l'intervention de l'État, notamment en matière sociale, éducative, d'infrastructures publiques, mais aussi parfois d'intervention militaire à l'étranger. Une position qui d'ailleurs est celle qui correspond au Parti démocrate aux États-Unis, que vous connaissez. Les libéraux peuvent protester contre cela et sur une base solide, car le libéral accompli est certainement plus susceptible de résister ouvertement que le conservateur, pour qui le respect de la nation et sa conception du patriotisme sont susceptibles d'être décisifs, même lorsqu'il s'agit d'une guerre à laquelle il est opposé. Donc là, il nous dit que les deux groupes sont susceptibles de protester contre l'augmentation des dépenses publiques et l'intervention de l'État pour faire des guerres, mais que les libéraux sont plus susceptibles de manifester cette opposition. Alors peut-être qu'ils ont un tempérament plus contestataire, plus individualiste, moins intégré vis-à-vis de l'obéissance aux autorités publiques, que ne le seraient les conservateurs qui, eux, seraient peut-être plus légitimistes, plus conformistes, plus capables d'accepter les décisions d'autorité même lorsqu'ils ne l'approuvent pas. Peut-être qu'ils ont aussi une personnalité qui est plus autoritaire et plus prompte à accepter les décisions des gens qui ont le pouvoir. Et puis, il y a un élément, effectivement, sur lequel on reviendra par ailleurs, un élément psychologique d'identification des individus à leur nation et à leur gouvernement national, qui est certainement beaucoup plus élevé chez les personnes de droite ou les conservateurs que chez les libéraux, qui, eux, sont de tous les groupes politiques ceux qui s'identifient le moins à leur propre pays. Ils sont individualistes. Même ainsi, je pense qu'il y a suffisamment de points communs, du moins en ce qui concerne les principes, pour réunir les conservateurs et les libéraux. Ce qui fait écho à un projet qui est apparu dans les années 50 aux États-Unis et qui a influencé tout le mouvement conservateur américain, qui était une tentative justement de rapprocher les centristes libéraux des militants plus à droite, religieux, conservateurs et autres, pour former une grande coalition luttant contre les partis politiques de gauche et la menace, n'est-ce pas, du spectre du communisme, dans le contexte notamment du macartisme américain d'après-guerre. Ça donnait toute une série d'auteurs sur lesquels peut-être je pourrais intervenir d'autres fois, notamment l'un de ceux qui a tenté de faire cette synthèse entre le libéralisme et le conservatisme, qui était, ça ne va pas me revenir là tout de suite, Frank Meyer exactement, voilà, qui a écrit un certain nombre de textes théoriques justement pour démontrer que le libéralisme et le conservatisme auraient des principes communs. Et n'oublions pas qu'à partir de la guerre hispano-américaine, donc ça c'est à la fin du XIXe siècle, à laquelle le conservateur McKinley s'était fortement opposé, et après chacune des guerres dans lesquelles les États-Unis se sont engagés au cours de ce siècle,
La principale opposition à l'entrée en guerre américaine provenait des éléments de l'économie et de l'ordre social qui étaient généralement identifiables comme conservateurs. Qu'il s'agisse de l'isolationnisme du Middle East, des républicains traditionnels, de groupes ethniquement originaires de l'Europe centrale, des petites entreprises ou de toute autre manière dont nous souhaitons désigner une telle opposition. Je ne suis certainement pas sans reconnaître l'opposition libérale à la guerre qui peut provenir d'un Max Eastman ou d'un Eugène Debs et d'un nombre considérable d'objecteurs de conscience libéraux durant les deux guerres mondiales. Mais l'opposition solide et vraiment formidable contre l'entrée en guerre américaine venait de ceux qui sont étroitement liés aux affaires, à l'Église, à la communauté locale, à la famille et à la moralité traditionnelle. Alors on voit que le genre de conservatisme qui semble vraiment typique du phénomène pour Robert Nisbet et auquel lui-même il adhère personnellement, c'est ce qu'on appellerait parfois, pour désigner cette tradition aux États-Unis, le paléoconservatisme, c'est-à-dire un conservatisme pas traditionnaliste au sens où il serait vraiment pour des positions pré-modernes ou anti-modernes, mais un conservatisme très très résistant à la modernisation de la société, et notamment à tout ce qui va aller dans le sens de la constitution d'une grande société urbaine, industrielle, moderne, par opposition aux petites communautés rurales locales qui avaient finalement des modes de vie plus en phase avec les aspirations communautaires des conservateurs. C'est aussi ça l'opposition au grand gouvernement. Le grand gouvernement, c'est le gouvernement de la grande ville, c'est le gouvernement des gens qui ont fait les grandes universités, voilà, les élites techniques industrielles du monde moderne. Et c'est souvent eux qui ont finalement le pouvoir politique dans un certain nombre de villes ou d'États situés sur les littoraux américains, notamment le littoral de la côte Est avec New York, et qui sont parfois plus susceptibles justement d'avoir des intérêts ou des ambitions de pouvoir à l'étranger et donc de favoriser l'entrée des États-Unis dans les deux guerres mondiales. Là, il fait une parenthèse sur ce qu'il a désigné comme étant un peu la sociologie ou les milieux des conservateurs anti-guerre. Tocqueville a correctement identifié cette classe aux USA comme étant réticente à s'engager dans une guerre étrangère en raison de son impact prévisible sur les affaires et le commerce principalement, mais aussi pour d'autres activités sociales et morales. C'était cet élément de la vie américaine, et non l'élément libéral ultra-minoritaire, que Woodrow Wilson et le deuxième Roosevelt ont dû courtiser, persuader, endoctriner, convertir et dans certains cas virtuellement terroriser, afin d'ouvrir la voie à l'éventuel envoi de forces militaires états-uniennes en Europe et en Asie. Soit dit en passant, là le texte le passe totalement sous silence et peut-être que j'en reparlerai ultérieurement, mais il y a aussi évidemment une opposition anti-guerre aux États-Unis, venant non pas des milieux conservateurs traditionnels, mais de la gauche, des militants internationalistes, des militants communistes, des anarchistes et autres groupes qui ont eux aussi été sauvagement réprimés, ce qui doit nous amener à quelques doutes sur l'image de la société américaine comme une terre de liberté, de libéralisme et de liberté d'expression. Ça va jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Il y a une aversion partagée par les libéraux et les conservateurs pour ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme, entre guillemets, donc les libéraux, la gauche social-démocrate, la gauche modérée. Cette engeance, dont la présence est si visible dans les écoles, les églises établies, les universités et surtout les médias, et plus spectaculairement encore les médias audiovisuels et numériques. Donc c'est un texte qui date des années 80, mais bien évidemment vous vous doutez que ça n'a pas beaucoup changé. Au contraire. En passant, j'aimerais suggérer que le conservatisme sur le plan historique a fait plus pour s'opposer, contourner, vaincre des manifestations spécifiques de ce soi-disant libéralisme que les libéraux aux États-Unis. Je me souviens que de nombreux conservateurs qui, dans les années 1930, s'élevaient contre la sécurité sociale, bon, je passe cette partie, j'ai du mal couper le texte. Enfin bref, comme il a des positions conservatrices, il met l'accent que l'opposition historique justement vis-à-vis du gauchisme et des gens des facultés qui viennent nous imposer leurs idées modernes, elle vient quand même surtout des conservateurs et que les libéraux
qui s'y opposeraient sont quand même une minorité, et peut-être même une partie en fait, du mouvement libéral, et non pas la totalité de ce mouvement. Passons maintenant aux différences, ou du moins à certaines d'entre elles. Elles sont importantes, très importantes, car tout indique pour l'instant que les différences entre le conservatisme et le libéralisme, alors là c'est l'ambiguïté un peu du terme de libertarien, puisqu'il met un petit peu dans le même package les anarchistes de marché, donc les gens qui veulent tellement peu d'État qu'il n'y en aurait plus, et puis ceux qui veulent simplement une réduction des dépenses publiques et de l'intervention de l'État dans les sociétés, donc ce qu'on appellerait une position libérale classique. Les différences entre ces groupes vont devenir de plus en plus grandes et de plus en plus conflictuelles. Peu à peu, il sera impossible, je suppose, que les expressions de libéral-conservateur ou de conservateur-libéral soient autre chose qu'un oxymore. Ce sera comme se référer à un optimisme lugubre ou à une gentillesse cruelle. Je me limiterai aux principes et aux perspectives. Donc, non seulement il dit qu'il y a des différences de fond, mais il affirme qu'elles sont vouées à croître et à rendre de plus en plus improbable cette synthèse finalement des conservateurs et des libéraux qui avaient traversé toute une partie de l'après-guerre et des Trente Glorieuses aux États-Unis, par opposition aux forces de gauche. Tout d'abord, il y a une perception contrastée de la population entre les deux groupes. Les conservateurs, à partir de Burke, ont tendance à voir la population de la même manière que les légistes médiévaux et les philosophes réalistes, par opposition aux nominalistes. Donc, à quoi est-ce qu'il se réfère là? Il se réfère à une pensée politique qui finalement serait celle du Moyen-Âge, et même spécifiquement d'un Moyen-Âge chrétien et catholique. Les philosophes réalistes, on va penser par exemple à la pensée de saint Thomas d'Aquin, qui fait autorité pour les catholiques. Alors en quoi les conservateurs pensent plus la société selon des catégories qui seraient des catégories médiévales? La société n'est pas composée d'individus directement, mais de groupes naturels, au sein duquel les individus vivent invariablement. La famille, la localité, l'église, la région, la classe sociale, la nation, et ainsi de suite. Les individus existent, bien sûr, mais ils ne peuvent être vus ou compris qu'en termes d'identité sociale, qui sont inséparables des groupes et des associations. Si le conservatisme moderne est né essentiellement d'une œuvre telle que l'attaque de Burke contre la Révolution française, c'est parce que la Révolution, au nom de l'individu et de ses droits naturels, a si souvent détruit ou diminué les groupes traditionnels, les guildes, les aristocraties, la famille patriarcale, l'église, l'école, la province, que Burke avait déclaré être les molécules irréductibles et constitutives de la société. Donc il y a une résistance des conservateurs et de la droite en général face à le développement de l'individualisme dans la société moderne. Alors cette résistance, elle prend des formes plus ou moins marquées. On pourrait découper tout un spectre qui irait d'un conservatisme relativement conciliant avec la modernité qui s'approche des positions des libéraux, justement, jusqu'à le pôle totalement opposé, qui serait un conservatisme anti-moderne, anti-libéral, contre-révolutionnaire, tel qu'on le trouverait, par exemple, chez Joseph de Maistre, chez les penseurs de l'Action française en France, voilà, qui recouperait des traditions catholiques autoritaires ou catholiques anti-libéraux. Tout ça fait partie du conservatisme, mais selon justement un spectre de distance par rapport au centre et aux valeurs modernes, en fait, qui sont plus ou moins rejetées selon qu'on se déplace du centre droit vers l'extrême droite. Les premiers conservateurs, comme Burke, Bonald, Haller et Hegel, celui des principes de la philosophie du droit, Hegel penseur conservateur, ce qu'on ne dit pas assez, et les libéraux conservateurs comme le Lamennais de la maturité et bien sûr Tocqueville, voyaient l'individualisme comme une menace pour l'ordre social et la véritable liberté. Menace d'ampleur équivalent à la doctrine absolue du nationalisme. En effet, disait-il, c'est la pulvérisation de la société en un amas de particules individuelles, chacun revendiquant des droits naturels, qui rend inévitable l'arrivée du nationalisme collectiviste. Je ne sais pas très bien ce qu'il appelle le nationalisme collectiviste, j'imagine que c'est une opposition qui doit surtout se comprendre par rapport à l'idéal de la Révolution française, où finalement les anciens corps sociaux particuliers avec leurs droits locaux d'Ancien Régime sont abolis au profit d'une entité commune de nature politique qui est la nation. La nation forme un tout, et au sein de la nation, l'État ne connaît que des individus égaux en droit.
Il n'y a pas de communauté naturelle qui se verrait reconnaître des droits différenciés. Peut-être qu'il y a des communautés qui existent dans cette société, mais du point de vue de l'État, ça ne peut exister légalement qu'en tant que association volontaire d'individus. Il existe la communauté de telle association parce qu'il y a des gens qui ont choisi d'y rentrer. Donc la base de la société dans la conception moderne, c'est la liberté de l'individu. L'individu est reconnu comme indépendant des corps qui le constituent, tandis que dans le droit d'Ancien Régime, c'était l'inverse. Ça, c'est effectivement une différence de fond et qui demande soit des conciliations, des compromis réciproques entre la position des libéraux et la position des conservateurs, soit purement et simplement une incompatibilité. Les libéraux ne sont pas aveugles à l'existence de groupes et d'associations, ni aux traditions et coutumes qui en sont le ciment, et il serait absurde de qualifier les libéraux d'ennemis indiscriminés de toute forme d'association. Ils ne prônent pas le retour à l'état de nature imaginé par les Lumières. Il est rare qu'un libéral ressemble à un clone de Max Stirner, le philosophe de l'individualisme extrême de l'Allemagne du XIXe siècle. Ils sont aussi dévoués au principe de l'association volontaire que n'importe quel conservateur. Même ainsi, en lisant les revues libérales des dernières années, je suis convaincu qu'il y a un égoïsme beaucoup plus grand dans la psychologie libérale que dans la psychologie conservatrice. Alors je ne sais pas si égoïsme est vraiment le bon terme, mais c'est une affirmation de la valeur de l'individu et c'est une définition du soi en fait qui est beaucoup moins définie par son appartenance à des groupes que ça peut être le cas chez des gens de gauche ou chez des gens de droite conservatrice. Effectivement, les libéraux sont des individualistes extrêmement prononcés, comme le sont aussi les anarchistes. D'ailleurs, ça peut se recouper puisqu'on a les anarchistes de marché ou anarcho-capitalistes. Il y a vraiment une très très forte indépendance du soi par rapport au groupe qu'il constitue sur le plan de la définition de soi et ensuite sur le plan du droit. On a l'impression que pour beaucoup de libéraux d'aujourd'hui, comme pour les théoriciens du droit naturel du XVIIe siècle, les individus sont les seuls êtres véritablement réels. C'est là où on peut faire le lien avec, en métaphysique, le nominalisme. Le nominalisme, c'est la position métaphysique qui consiste à affirmer que les seules réalités existantes sont des réalités individuelles. Les groupes en tant que tels n'ont pas d'existence réelle, ce sont des appellations nominales. On dit qu'il y a un truc qui est une forêt, mais en fait, forêt, c'est un nom commode pour dire tel arbre, tel arbre, tel arbre, tel arbre, tel arbre. Ce qui existe réellement, ce sont les arbres particuliers. Ça, c'est une position nominaliste, en métaphysique. Donc les individus sont les seuls êtres véritablement réels, les institutions ne sont que leur ombre. Du moins, les institutions seraient quand même surtout, essentiellement, le produit des interactions individuelles, elles seraient produites par des individus qui les façonnent volontairement et rationnellement, en fonction de buts qu'ils se donnent, donc en fonction des fins qu'ils visent, donc en fonction de leurs désirs, donc en fonction d'un certain appétit égoïste, dans une certaine mesure. On crée des associations pour répondre à nos besoins. L'État n'existe que pour être un serviteur du peuple qu'il a créé, dans une vision moderne et libérale, comme chez John Locke, par exemple. Évidemment, ce que vont contester non seulement les penseurs conservateurs, mais aussi d'autres auteurs d'autres tendances idéologiques, c'est que cette vision volontariste, rationaliste, ne rend pas compte du fait que, certes, l'individu peut constituer des groupements et des institutions, mais ces institutions et ces groupes le façonnent aussi. Cependant, et c'est là où il y a un glissement qui peut être de nature critiquable, en quoi le fait que des institutions façonnent l'individu impliquerait-elle nécessairement des devoirs moraux de ces individus vis-à-vis de ces institutions ou l'obligation de les respecter, de les conserver, et ainsi de suite. Comment peut-on justifier le passage du fait, à savoir qu'il y a une formation de la personnalité par des groupes qu'elle n'a pas forcément choisis comme la famille, à l'idée du devoir, comment passe-t-on de ce qui est à ce qui doit être? Ça, c'est un problème que je trouve les auteurs conservateurs et d'autres d'ailleurs n'affrontent pas véritablement et qui est pourtant un problème important du point de vue de la philosophie morale. Je crois qu'un état d'esprit se développe chez les libéraux dans lequel les coercitions de la famille, de l'Église, de la communauté locale et de l'école sembleront bientôt presque aussi hostiles à la liberté
que celle du gouvernement politique. Et justement, pour la pensée conservatrice, l'emprise ou la contrainte qu'exercent des groupes de la société civile, des autorités morales, des autorités religieuses, etc., n'est pas du tout une contrainte comparable à la contrainte de la loi, qui certes repose sur la force, mais qui repose aussi sur une espèce d'institution abstraite et juridique de très large portée qu'on n'a pas vraiment nécessairement choisi ou reconnu et dont l'arbitraire semble quelque chose qui est beaucoup plus détestable à la pensée conservatrice que les formes de pression sociale qui peuvent exister vis-à-vis d'autres groupes. Donc il y a vraiment un parti pris. Dans une certaine mesure, les conservateurs sont des gens qui ont un parti pris pour la société civile contre l'État. En tout cas, contre un certain développement de l'État qui leur semble excessif. Et là, on a une véritable ligne d'évolution historique, parce que ce développement de l'État jugé abusif, en fait, on pourrait le trouver contesté dès ses origines médiévales. Dès le XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle, à mesure que les États européens commencent à émerger d'une situation où il n'y a pas d'État, il n'y a que des nobles privés qui se battent avec des soldats privés, toute extension de l'État a eu ses résistances et ses oppositions, et on peut dire que toute une part de la pensée conservatrice a été la traduction consciente et intellectualisée de ces oppositions qui étaient déjà à l'œuvre dans le corps social. Ce qui m'amène à une deuxième grande différence entre les deux groupes. La philosophie conservatrice de la liberté découle de la philosophie conservatrice de l'autorité. Un mot très important à droite, ça. C'est l'existence de l'autorité dans l'ordre social qui empêche les empiètements du pouvoir depuis la sphère politique. Là, c'est une autre thèse conservatrice qu'on retrouve effectivement chez beaucoup d'autres auteurs et qui a été mis en avant par Jean-Philippe Simon dans son ouvrage « Qu'est-ce que le conservatisme ?» Effectivement, la défense des institutions civiles privées par la pensée conservatrice s'oppose à l'extension de l'État. Pour les conservateurs, il y a une sorte de mécanisme des vases communicants. Moins les autorités, la famille, l'école, les institutions religieuses, les groupes qui doivent contraindre finalement les mauvais comportements de l'individu le font correctement dans la société civile, plus il faudra en quelque sorte que l'État se développe pour rattraper le truc. Et donc quand l'État se développe, pour eux c'est toujours le signe que la société a mal fait son travail, les parents sont laxistes, les juges n'ont pas jugé comme il fallait, les professeurs ne sont plus respectés ou sont devenus des gauchistes, et ainsi de suite. Et du coup, ça crée des personnalités ou des attitudes qui ne pourront être rattrapées que par la coercition publique et une emprise toujours croissante de l'État qui, bien évidemment, va se traduire par des taxes toujours plus élevées et donc des atteintes toujours plus grandes à la propriété privée, etc. etc. Donc c'est la morale personnelle et la rigueur des individus et la pression des institutions privées qui constituent la garantie décisive qu'un État tyrannique et tentaculaire ne va pas se mettre en place. Ça, c'est un point très important de la pensée du conservatisme. Ce qui n'est pas vraiment la manière dont les libéraux vont attaquer l'État. Eux, ils n'attaqueront pas tellement l'État parce qu'ils y verront une sorte de conséquence ou de palliatif incorrect vis-à-vis des vices privés. Ils vont attaquer l'État en disant que l'État nous empêche d'agir librement. Ce qui n'est pas vraiment le même angle d'attaque, quand même. Le conservatisme, depuis Burke, a perçu la société comme une pluralité d'autorités. Il y a l'autorité du parent sur le petit enfant, du prêtre sur le fidèle, de l'instituteur sur l'élève, du maître sur l'apprenti, etc. La société telle que nous l'observons actuellement est un réseau ou un tissu de telles autorités. Elles sont vraiment innombrables lorsque nous pensons au type d'autorité qui se trouve même dans le plus petit des groupes et des relations humaines. Une telle autorité peut être lâche, douce, protectrice et conçue pour permettre l'épanouissement de l'individualité, mais c'est néanmoins une autorité, donc un pouvoir. Pour les conservateurs, la liberté individuelle réside dans les interstices de l'autorité sociale et morale. Ce n'est que grâce aux efforts de retenue et de direction d'une telle autorité qu'il devient possible pour les êtres humains de maintenir un gouvernement politique aussi libéral que celui des pères fondateurs, donc les pères fondateurs des États-Unis, qui ont conçu ce pays et qui s'est épanoui en Angleterre à partir du XVIIe siècle. Supprimer les liens sociaux, comme l'ont proposé les individualistes libéraux les plus zélés et intransigeants depuis William Godwin,
William Godwin, c'est vraiment un anarchiste pour le coup, mais je ne le qualifierais pas forcément d'anarchiste libéral. Supprimez tous les liens sociaux et vous émergerez du rêve utopique, non pas un peuple libre, mais un peuple chaotique, non pas des individus créatifs, mais des impuissants. La nature humaine, a écrit Balzac, ne peut supporter un vide moral. Donc il y a tout un travail de discipline, vraiment un terme important à droite, et la discipline budgétaire, vous en faites quoi? Donc il y a tout un travail de discipline qui est capital, justement, pour ne pas avoir à demander à des structures institutionnelles, soit de rééduquer les individus, les façonner, en prendre soin, les surveiller, etc. Tout ça se ferait automatiquement, spontanément dans la société civile, si justement la morale conservatrice règne comme il faut. D'où l'importance du vocabulaire moral, en fait, qu'on trouve très fortement mobilisé dans les déclarations des intellectuels conservateurs. Il faut revenir à la morale. Il faut revenir avant mai 68 qui nous a fait tant de mal, comme disait M. Sarkozy. Évidemment, la faille énorme de cette position, c'est que cet éloge de l'autorité, il s'accompagne très très rarement d'un début de réflexion sur les éventuels abus ou problèmes qu'exercerait l'emprise des groupes sur les individus, ou que pour exercer tel ou tel pouvoir particulier sur les individus. La société civile, elle est d'autant plus à préserver de l'État que les soustraite à la critique, en fait. Inversement, quand on commence à la voir de manière critique, on commence à se dire que ce serait peut-être bien que l'État y fasse des choses. Je continue à lire. Soutenir, comme l'ont fait certains libéraux, qu'un corps d'autorité solide et fort dans la société est incompatible avec la créativité individuelle, c'est ignorer ou mal lire l'histoire culturelle. Pensez aux grandes effervescences culturelles du 5e siècle à Athènes, de la Rome augustaine du 1er siècle, du 13e siècle en Europe, de l'époque de Louis XIV et de l'Angleterre élisabéthaine. C'est dur à dire. L'un et l'autre étaient des âges d'ordre social et moral, soutenus par des codes moraux et des statuts politiques. Mais les Éschyle, les Sénèque, les Roger Bacon, les Molière et les Shakespeare ont tout de même prospéré. Comme A.L. Rawls l'a souligné et documenté en détail, la structure sociale de l'Angleterre de Shakespeare n'était pas seulement solide, son autorité était omniprésente. Mais rien ne jetait une telle peur dans le peuple que la pensée que l'autorité, en particulier celle conçue pour repousser les ennemis étrangers et traquer les traîtres, pourrait être rendue trop lâche et ténue. Bien sûr, une telle autorité pouvait parfois devenir trop insistante, et les dramaturges et essayistes ont trouvé des moyens ingénieux pour déjouer le gouvernement et ses censeurs. Après tout, c'est une autorité sociale et morale forte sous laquelle vivaient les esprits créatifs, et non pas les gouvernements oppressifs, politico-bureaucratiques, illimités, envahissants et totalitaires du XXe siècle. On peut enfin noter que les plus grandes manifestations littéraires qui sont apparues jusqu'à présent dans la culture occidentale du XXe siècle ont presque toutes été des partisans de la tradition et de l'autorité culturelle. Bon, là, il y a un gros biais de sélection de l'auteur. Eliot, Pound, Joyce, Heath et d'autres ont tous prêché l'autorité dans leurs poèmes, essais et romans, et tous, sans exception, ont vu la mort éventuelle de la culture occidentale découlant de l'annihilation de cette autorité au nom de l'individualisme et de la liberté. Parce que bon, quand on est de droite, l'homme il est un petit peu mauvais, donc il faut quand même un petit peu le tenir en laisse. Il est certain qu'il existe, et cela est pleinement reconnu par les conservateurs, un degré de liberté en dessous duquel rien de créatif ne peut être accompli. Sans au moins ce degré de liberté, pas de Shakespeare, pas de Melville, pas de Newton. Et ce qui est moins souvent réalisé, diraient les conservateurs, c'est qu'il existe un degré de liberté au-dessus duquel rien de ce qui a une signification créative ne peut être accompli, ou susceptible de l'être. Donc c'est la contrainte, la discipline qui rend possible la liberté. On trouve cette idée chez Nietzsche, dans sa formule, il faut savoir danser dans des chaînes. C'est parce qu'on est fortement contraint qu'on cherche une faille pour exprimer sa créativité, nous dit-il. Les écrivains de la fin du XXe siècle font leur travail dans l'air le plus libre que les écrivains aient jamais respiré, tout en composant leurs œuvres littéraires. Mais il est évident, d'après le désordre misérable du narcissisme et la soif régressive juvénile pour le scatophile et l'obscène, que l'atmosphère s'est raréfiée
au point d'avoir perdu son oxygène. Donc là, en gros, la thèse de Nisbet, c'est que les sociétés créatives culturellement sont ces sociétés conservatrices marquées par un fort ordre moral et une grande restriction de la liberté individuelle, y compris, même si c'est pas dit tout à fait explicitement, semble-t-il, de liberté d'expression, parce qu'il nous dit c'est pas grave qu'il y ait de la liberté d'expression restreinte. Les dramaturges et les essayistes des temps passés ont trouvé des moyens ingénieux pour déjouer le gouvernement et ses censeurs. Donc finalement, la censure ne semble pas le déranger tant que ça. Ce qui est là, effectivement, un gros point de divergence entre ce que serait l'imposition d'un conservatisme par rapport à la position des libéraux, qui eux, effectivement, sont farouchement attachés à la liberté d'expression. C'est pas parce que ça peut rendre créatif d'échapper à la censure que la censure est quelque chose de défendable, d'un point de vue libéral ou d'un point de vue anti-censure. Bon, il y a évidemment beaucoup de partis pris, et j'adhère vraiment pas à la thèse de l'auteur sur cette utilité de la répression et du contrôle social pour favoriser la création, parce que non seulement sa liste d'auteurs créatifs, elle est marquée par des biais idéologiques évidents, hein, les grands auteurs sont de droite comme par hasard, mais l'autre problème, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on pourrait appeler le biais du survivant. Certes, Shakespeare a été possible malgré toutes les contraintes qui pouvaient peser sur la vie d'un comédien au tournant du 16e, 17e, mais on pourrait tout aussi bien dire, s'il n'y avait pas eu cette censure et ces contraintes qui défavorisaient l'activité créative, peut-être qu'on n'aurait pas eu un Shakespeare, mais plusieurs en fait. Donc l'argument il est extrêmement contestable, me semble-t-il. Et quant au fait que la littérature contemporaine serait entièrement scatophile et nulle, il peut être scatophile et nulle, y compris chez des auteurs de droite comme M. Michel Houellebecq, mais bon, faut peut-être pas non plus généraliser, on ne fait pas non plus que de la merde. Tout compte fait, je dirais que pour les libéraux, la liberté individuelle, dans presque tous les domaines imaginables, est la plus haute de toutes les valeurs sociales. Ça, c'est tout à fait juste. Indépendamment des formes et des niveaux de dégradation morale, esthétique et spirituelle qui peuvent être s'avérer les conséquences involontaires d'une telle liberté. Et effectivement, là où, pour les conservateurs, la liberté est un moyen de mener une vie vertueuse, disons ça comme ça, pour les libéraux, la liberté c'est un droit et c'est une fin en soi. Alors, ils peuvent adhérer à des modèles de la vie bonne, ils peuvent considérer qu'il y a des choses qui sont morales et qui ne le sont pas, mais voilà, c'est extrêmement important d'être libre et rien ne peut justifier des atteintes à la liberté individuelle. Surtout pas un ordre moral, fût-il celui avec lequel le libéral serait lui-même en accord. Les conservateurs ne sont pas d'accord avec ça. D'où des tensions, effectivement, qui vont porter alors, sur ce que certains appelleraient les sujets sociétaux et les sujets de mœurs. C'est peut-être effectivement beaucoup pour ça que les partis du centre-droit vont se démarquer de partis plus à droite. Mais effectivement, ils n'ont pas la même conception du rapport entre la liberté et d'autres valeurs. Pour les conservateurs, en revanche, la liberté, bien qu'importante, n'est qu'une des nombreuses valeurs nécessaires dans la société bonne et juste. Ce qui est exactement, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente sur la critique du libéralisme chez le penseur conservateur australien John Keeks, c'est exactement ce qu'il dit. Le problème du libéralisme, c'est qu'il fait de la liberté une valeur absolue. Or, il y a plusieurs autres valeurs nécessaires pour que les individus puissent mener des vies bonnes. Il y a donc un problème de survalorisation de la liberté dans la pensée libérale. On peut effectivement faire cette critique depuis un point de vue de droite, mais à partir du moment où on a admis qu'il y avait d'autres valeurs au moins aussi importantes et qui justifiaient des arbitrages, et bien en fait on arrive à ce que j'avais appelé dans cette vidéo une position pluraliste. Il s'agit d'équilibrer les valeurs qui structurent l'ordre politique, et on peut avoir une structuration de différentes valeurs qu'il s'agit d'équilibrer, qui n'est pas spécialement de droite ou conservatrice. En fait, comme j'ai aussi essayé de le montrer dans ma vidéo sur la nature de la gauche va émerger en essayant d'équilibrer l'importance de la liberté individuelle avec d'autres valeurs qui sont tout aussi importantes et qui méritent justement des compromis mutuels et des arbitrages. Comme par exemple l'égalité sociale. Donc pour les conservateurs, la liberté bien qu'importante n'est qu'une des nombreuses valeurs nécessaires dans la société juste ou bonne. Et non seulement on peut, mais on devrait restreindre cette liberté lorsqu'elle montre des signes d'affaiblissement ou de mise en danger de la sécurité nationale, de violence morale envers l'ordre moral et le tissu social. Donc la sécurité, la moralité
Et la cohésion sociale sont des valeurs qui sont susceptibles de justifier, d'un point de vue conservateur, la restriction de la liberté individuelle. Et ben, je ne serais pas en désaccord avec ça, oui, par exemple. Et je ne serais peut-être pas en accord sur quel cas justifie ces atteintes, justement, ou quelle valeur justifie de compenser, de limiter la liberté. L'ennemi commun aux libéraux et aux conservateurs est ce que Burke appelait le pouvoir arbitraire, donc la domination. Mais du point de vue conservateur, ce genre de pouvoir devient presque inévitable lorsqu'une population en vient à ressembler à celle de Rome pendant les décennies menant à l'accession d'Auguste en 31 avant Jésus-Christ, de Londres pendant la période précédant le règne puritain et ensuite le règne de Cromwell, de Paris avant l'accession de Napoléon au pouvoir en France, de Berlin pendant la majeure partie de Weimar, et, selon certains, de New York dans les années 70. Ce n'est pas la liberté, mais le chaos et la licence qui, selon les conservateurs, dominent lorsque les autorités morales et sociales, celles de la famille, du voisinage, de la communauté locale, du travail et de la religion, ont perdu leurs attraits pour les êtres humains. Donc une revendication de liberté individuelle en dehors de la contrainte exercée par l'ensemble des institutions de la société civile qui façonnent et limitent justement les désirs de l'individu ne serait pas la liberté pour un conservateur, mais la licence, c'est-à-dire le droit de faire tout ce qu'on veut et une espèce de jouissance hédonique en fait. Donc là il y a un véritable clivage effectivement aussi entre conservatisme et libéralisme, et ça rend même tout à fait impossible pour des gens qui seraient des libéraux de gauche, qui serait l'aile gauche du mouvement libéral, ou qui serait d'une gauche modérée, ça les rend tout à fait impossible de s'associer à des conservateurs. On n'imagine pas mettre dans le même parti politique ce qu'est, je sais pas, en France, le Parti Socialiste, avec M. François Fillon. Vous voyez, ça n'aurait pas vraiment de sens. Est-il probable que l'époque actuelle, disons les 40 dernières années, et pour autant que nous puissions le voir aujourd'hui, les 2 prochaines décennies, soit jamais considérée par les historiens comme une époque majeure de la culture? À peine. Et peut-on réellement penser à l'ère du Naked Lunch, au Calcutta, Hustler et Broadway Sex Life et explicite que notre médiocrité décadente en tant que culture sera un jour expliquée en termes d'autorité sociale et morale excessive? Donc ce qu'il nous dit, c'est que la culture américaine est en décadente à cause de la culture de masse et des produits érotico-régressifs qui sont vendus sur le marché. Et lui nous dit que si ça arrive, c'est à cause d'un déficit d'autorité morale et sociale et non pas à cause de trop de contraintes sur la liberté individuelle. Donc là, effectivement, on voit bien la sensibilité conservatrice et la sensibilité centriste ou libérale ou de gauche sont vraiment de profonds points de désaccord. Ou du moins, on pourrait être en désaccord sur le fait qu'il y ait des contenus d'une telle médiocrité artistique qui ça justifierait des censures. Les libéraux, d'autre part, semblent considérer l'autorité sociale et morale et le pouvoir politique despotique comme des éléments d'un ensemble unique, comme une continuité ininterrompue. Et oui, effectivement, parce que être empêché de faire ce que je veux par l'État ou être empêché de faire ce que je veux par ma famille, d'un certain côté, ça semble se rejoindre, quoi. Si, selon leur argument, nous sommes épargnés par le Léviathan, nous devons contester toutes les formes d'autorité, y compris celles qui sont inséparables du lien social. Les libéraux me semblent reconnaître de moins en moins la différence très substantielle entre les coercitions de la famille, de l'école, de la communauté locale et celles de l'État bureaucratique centralisé. Pour moi, c'est une régularité prouvée d'innombrables fois dans l'histoire que le surgissement d'un pouvoir politico-militaire toujours plus extrême a pour nécessaire prélude l'érosion et l'effondrement des autorités au sein du lien social, qui servent à donner à l'individu un sentiment d'identité et de sécurité, et dont la diversité même et le manque de pouvoir inconditionnel empêchent la formation de tout monopole invulnérable, et qui, dans l'ensemble, sont des remparts contre l'invasion du pouvoir politique centralisé, qui est bien sûr inconditionnel. Donc là, ce qu'il nous dit Robert Nisbet, c'est que les coercitions privées, en fait, ne sont pas comparables à la coercition de l'État. D'abord parce que celles qui sont privées sont des autorités, c'est-à-dire de l'influence, mais pas normalement de la violence, tandis que l'État agit par le moyen des lois, ce qui est effectivement une coercition violente.
Donc là, je serais d'accord pour dire qu'il y a bien une différence de nature entre autorité et légalité. Mais en plus, il nous dit les contraintes privées des autorités privées sont d'autant moins abusives qu'elles sont plusieurs, elles sont concurrentes, et donc finalement, l'individu concret est au carrefour de suffisamment de groupes et d'autorités différentes pour ne pas être trop contraint par elles ou pour qu'il n'y ait pas véritablement d'abus. Bon, moi personnellement, je ne suis pas du tout convaincu avec ça. Je pense qu'il y a des abus tout à fait manifestes qui peuvent survenir dans des milieux sociaux tels que la famille, l'école, l'église ou la communauté locale. Ça me semble très très naïf de penser qu'elles ne puissent pas être aussi abusives, que les gens ne veulent pas les fuir. Et d'ailleurs, j'ajouterais, et là ça me semble un point assez fort pour montrer à quel point la vision conservatrice est en échec, comment peut-on donc expliquer l'émergence des États modernes et le recours constant au droit par les individus qui vont s'opposer à d'autres parties de la société civile, si dans la société civile les choses sont tellement harmonieuses spontanément en fait. C'est pas le cas. Pour prendre un exemple concret, dans les sociétés d'Ancien Régime, l'État central et la monarchie s'est développé parce que vous pouviez utiliser le recours aux tribunaux de l'État monarchique contre le tribunal local du seigneur. Parce que l'autorité immédiate, l'autorité de la communauté locale, l'autorité de l'aristocrate du coin, elle peut être largement pire en termes d'abus qu'une autorité centralisée qui voit les choses de manière un peu plus impersonnelle, qui n'est pas jugée partie, et qui vous donne ne serait-ce que la possibilité d'une contestation par rapport à ce que vous fait le pouvoir au quotidien. Bon, là, c'est un exemple assez flagrant parce qu'on compare entre eux finalement deux formes de pouvoir politique, celle du seigneur, celle du roi, mais même pour des formes d'autorité sociale qui ne seraient pas de nature politique, voilà, il me semble qu'il y a suffisamment d'abus possibles dans la société privée pour que ça soit logique de vouloir y opposer quelque chose, et donc l'État, et donc le développement historique de l'État. C'est bien sûr pas la seule raison qui font que les individus adhèrent à la formation de l'État au cours de l'histoire, mais ça joue. Et c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte par Robert Nisbet, qui fait une critique qui me semble tout à fait unilatérale du développement étatique. Le développement étatique n'est pas quelque chose de rationnel dans son système, ça devient la pure et simple conséquence d'un déficit de moralité individuelle. Ça me semble unilatéral comme vision des choses. Il y a un dernier domaine dans lequel la différence entre conservateurs et libéraux est susceptible de croître régulièrement, la nation. Donc il admet ensuite dans ce qui suit que de nombreuses fois, la guerre faite au nom de la défense du pays, la poursuite de la guerre a pu mener à la centralisation et à la nationalisation de secteurs économiques et industriels, souvent au nom de nécessités temporaires liées au contexte de guerre, mais qui se sont en fait avérées permanentes une fois la paix revenue. La guerre, au-dessus de toute autre force de l'histoire, est la base de la centralisation et de la collectivisation des ordres sociaux et économiques. Alors, ça me semble globalement assez vrai. Aucun conservateur ne peut l'apprécier, et encore moins rechercher la guerre et la militarisation des sphères civiles et sociales de la société. Ça pourrait être un point de démarcation, par exemple, entre une droite conservatrice et une extrême droite militariste ou fasciste, qui, elle, au contraire, recherche activement la militarisation de l'ordre social. Je pense d'ailleurs, mais ce serait l'objet d'une intervention future, qu'il y a une différence de nature entre droite et extrême droite qui convient d'explorer sur le plan de leur équilibrage des valeurs. Sur le plan de leur axiologie, pourrait-on dire. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde clément, en ce qui concerne les idéaux conservateurs et libéraux. C'est un monde dans lequel un despotisme aussi énorme et puissant que ceux de l'Union soviétique et de la Chine survivent et prospèrent, du moins sur les plans politiques et diplomatiques. Que les États-Unis ignorent ou professent l'indifférence aux actes agressifs de ces derniers et de nombreux autres despotismes militaires agressifs serait à terme suicidaire. Comme l'écrit Montesquieu dans un contexte différent, il faut un pouvoir pour contrebalancer un pouvoir. Seule une nation américaine forte, bien armée, alerte et active, peut éventuellement contrebalancer la nation soviétique, chinoise et cubaine. Aucun conservateur, à ma connaissance, n'a jamais renoncé ou vilipendé la nation, conçue comme une entité culturelle et spirituelle, ainsi que politique. Alors, ce serait en fait assez discutable et on pourrait montrer que l'hybridation entre la pensée conservatrice et la nation est quelque chose qui survient à l'époque moderne, au XIXe siècle, avec une temporalité différente selon les pays, et que non, tous les conservateurs n'ont pas forcément toujours été
en bon terme avec l'idée de la nation, qui est quand même survenue sur le plan politique avec la Révolution française. Mais bon, la synthèse s'est faite sous une certaine forme. Burke adorait la nation, mais vous voyez comme quoi, hein, Burke ennemi de la Révolution française. Il a simplement insisté pour la voir, en contraste avec les jacobins de son époque, comme une communauté de communautés, comme une communauté construite sur une diversité de ce qu'il appelait les patriotismes plus petits tels que la famille et le voisinage. Il en est de même pour les conservateurs, ou la grande majorité d'entre eux, depuis qu'ils ont choisi de reconnaître la nation. Oui, voilà, j'aime bien cette précision parce que ça n'a pas toujours un véritable conservatisme anti-moderne. Il n'aime pas l'État-nation, hein, qui justement est un fait de l'histoire moderne. Un conservatisme impérial, un conservatisme tel que celui de... Enfin, c'est pas vraiment un conservatisme, mais une vision de droite, disons, d'extrême droite, comme celle de Nietzsche, comme celle de Julius Evola, comme celle de toute une pensée politique de droite radicale ou d'extrême droite, rejette la nation au profit de structures impériales ou de structures féodales. Donc non, le conservatisme ne va pas forcément de pair avec un amour de la nation. Mais ce que les conservateurs voient aussi à notre époque, avec une perception aiguisée qui fait défaut aux libéraux, c'est l'état précaire de la nation américaine, ainsi que celle des Anglais et des Français. Il y a le bon et le mauvais nationalisme. Mais le bon nationalisme est devenu d'objet de nostalgie ou de répulsion à notre époque. Le patriotisme, ciment de la nation, est devenu une chose presque honteuse. La faiblesse du gouvernement américain dans le monde des nations, faiblesse qui attire de plus en plus le mépris et la méfiance des nations avec lesquelles nous souhaitons une coopération étroite, et le manque de leadership en Amérique, dans quelque domaine que ce soit, sont enracinés dans le fait que notre pays montre des signes croissants de morbidité. Donc là, l'enchaînement d'idées, c'est la société se modernise, elle devient décadente, la discipline s'effondre, les gauchistes sont partout, et ça affaiblit le rayonnement et la puissance du pays à l'échelle internationale. Et là, effectivement, on voit qu'on a des valeurs ou des préoccupations politiques qui sont assez étrangères aux libéraux. Les libéraux se préoccupaient assez rarement de la défense de l'État-nation, de la défense nationale, de la puissance du pays à l'échelle mondiale, parce que tout ça se fait croître l'État déjà, hein, où ça exige des contraintes que pas mal de libéraux d'anarcho-capitalistes trouvent inacceptables, comme par exemple le service militaire obligatoire, qui est une abomination, hein. Enfin, il y a très peu de libéraux qui défendent ça. Ça contraint l'individu. Donc voilà, il me semble que la différence de fond en termes de psychologie politique entre libéraux et conservateurs ou entre le libéralisme et la droite, c'est que les libéraux sont des centristes, les libéraux sont des individualistes, comme le sont les anarchistes, comme le sont certains groupes politiques. Ils cherchent à éviter au maximum tout ce qui contraint l'individu, et ils ont subjectivement un sentiment d'adhésion au groupe auquel ils appartiennent qui est le plus bas de tous les groupes politiques. Que j'en reparlerai dans une vidéo ultérieure, mais c'est démontré par des études de psychologie politique. Les libéraux s'identifient peu au pays auquel ils appartiennent. Donc effectivement, si vous identifiez peu au pays auquel vous appartenez, si l'État vient vous voir et vous dit toc toc toc, il faut aller faire son service militaire, ça ne va pas vous plaire. C'est logique. Les libéraux, que je déclare par la présente être des Américains aussi patriotiques et loyaux que n'importe quel conservateur, ne voient pas, à mon avis, le tableau national et mondial tel que je viens de le dessiner. Pour eux, l'image essentielle n'est pas celle d'une nation affaiblie, adoucie et menacée dans un monde d'Union soviétique et de Chine et de leurs satellites. Donc on notera que la vision de droite ou conservatrice du monde, elle est inquiète, pessimiste, le monde autour de nous est un endroit dangereux, les enfants. Voilà, il y a vraiment un aspect craintif qui va justement se traduire par une forte valorisation de l'État dans sa dimension régalienne et militaire. Ou de la police s'agissant de la sécurité intérieure. Donc pour eux, l'image essentielle du monde n'est pas que l'Amérique est menacée par la puissance d'autres États, mais plutôt une nation américaine gonflée par le jeu du nationalisme. Donc effectivement, les manifestations de patriotisme fervent, ou de chauvinisme, d'identité nationale dans les milieux libéraux, ça suscite généralement de l'indifférence, voire parfois des petites piques à base de mais qu'est-ce qu'ils sont beaufs tous ces gens avec leur drapeau. Voilà, c'est des moutons, ils ne pensent pas à groupe, ils ne pensent pas individuellement, ils n'ont pas de personnalité. Ça ne suscite pas beaucoup d'adhésion en général. Donc les libéraux voient plutôt la nation américaine comme gonflée par le nationalisme, l'interventionnisme et le militarisme, qui n'a vraiment rien à craindre de l'étranger.
Les conservateurs restent généralement dévoués au patriotisme plus petit de la famille, de l'Église, de la localité, du travail et de l'association volontaire, mais ils ont tendance à les considérer comme périssables, comme destinés à la destruction, à moins que la nation dans laquelle ils existent ne puisse récupérer un degré d'éminence et d'autorité internationale qu'elle n'a pas eu depuis les années 50. Donc inversement, les conservateurs, eux, ils s'identifient fortement au pays dans lequel ils appartiennent, ils aimeraient que ce soit un pays puissant, influent sur la scène internationale, et ça les rend moins critiques en fait de ce qu'on pourrait qualifier de tendance militariste et impérialiste. Le discours anti-guerre à droite est plus difficile à trouver. Pour les libéraux, à en juger par nombre de leurs écrits et discours, c'est comme si les mesures nécessaires pour récupérer cette éminence et cette autorité internationale sont plus dangereuses pour les Américains et leur liberté que tout impérialisme agressif dans le monde. Donc effectivement, les libéraux ne vont pas être d'accord avec les conservateurs sur des sujets liés aux questions militaires, parce que ça fait de la dépense publique, il faut payer des impôts, ça met des contraintes sur les gens, on envoie nos mecs se battre dans des pays qui ne sont pas chez nous, etc. etc. Et donc, là où il y a une tendance du conservatisme, et notamment la tendance la plus moderniste, ce qu'on appelle par opposition au paléoconservatisme américain, le néoconservatisme américain, là où ces gens-là ont effectivement une tendance très favorable à l'intervention de l'État, notamment en matière d'intervention militaire étrangère, les gens qui sont libéraux ou anarchistes de marché trouvent ça insupportable en fait. On nous oblige à payer pour aller nous battre contre des gens qui n'attaquent pas notre pays. En fait. Et à la limite, pour les plus radicaux, même s'il attaquait, il ne voudrait toujours pas payer. Les conservateurs seront, ou devraient être certainement, attentifs à ces dangers et chercheront avec toute leur force possible à les réduire, en attendant que la nation américaine récupère son leadership perdu, tant sur le plan intérieur qu'international. Mais pour les conservateurs, le danger suprême sera, j'imagine, et j'espère personnellement, le danger posé par la faiblesse américaine actuelle, dans un monde de despotisme militaire dangereusement agressif. Rien n'indique pour l'instant que cette considération sera prépondérante pour les libéraux. Et c'est ce roc, plus que tous les autres que j'ai mentionnés, qui va certainement séparer les conservateurs et les libertariens, au terme de ce qui a été, au moins depuis le début, une relation malaisée. Bien écoutez, j'espère que cette conférence vous a éclairé sur un certain nombre de traits d'attitude idéologique générale qu'on trouve dans les mouvements conservateurs et libéraux. Bien sûr, ça se base essentiellement sur des considérations abstraites de l'étude de ces mouvements aux États-Unis, mais je pense que le texte de Nisbet se situe à un niveau de généralité qui permet de très riches comparaisons avec un certain nombre d'intellectuels ou de personnalités conservatrices ou libérales ailleurs dans le monde. Et je vous remercie.